Salut mes chers zéros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des lumières directes, enfin les lumières qui ne sont pas des lumières environnementales dans Octane. Et je démarre avec cette image parce que dans Octane, on retrouve ce terme de black body. Bien sûr que la lave, quand elle est froide, elle nous apparaît noire, mais ici vous voyez qu'il n'y a rien de noir, c'est plutôt du gris, c'est parce que c'est de la matière qui reflète la lumière environnementale, le ciel, etc. Mais ici, on a une information qui est très intéressante, c'est qu'un black body, quand ces atomes sont excités, ces électrons, que ce soit par un rayonnement, par une réaction chimique ou autre, suivant ce qu'on appelle la température, que l'on mesure en Kelvin, on a une émission de lumière. Et vous vous rendez compte que les parties les plus claires, là, vous sentez bien qu'il y a plus de lumière et quelque part vous ressentez d'un point de vue instinctif que ça a l'air plus chaud, les parties les plus sombres étant plus froides. D'où la relation entre les black bodies, de la matière, qui quand elle est agitée, électroniquement, enfin, du point de vue de ces enfin, de la disposition de ces électrons, enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail, euh, quand une matière est agitée, comme vous savez cette expression chauffer à blanc, quand on chauffe quelque chose, du métal. D'abord, ça commence par être rouge, ensuite ça devient jaune, comme on le voit là, avec la lave. Et puis on peut le chauffer jusqu'à blanc, c'est-à-dire qu'on a une lumière qui est vraiment une température en Kelvin très élevée, de l'ordre de 6500 Kelvin ou plus. Et quand on le chauffe encore plus, ça devient un petit peu bleuté. Mais c'est beaucoup plus difficile à voir avec nos yeux parce que l'intensité de la lumière est tellement forte qu'on ne distingue pas cette partie un petit peu bleue. D'où les blackbody et les émissions de lumière sur Octane C4D, et on va utiliser Octane 2023 bêta sur Cinema 4D 2024. Il y a deux options en plus par rapport à la version précédente qu'on regardera. J'espère qu'on n'aura pas de bug parce qu'il y a une des options qui provoque, bon, elle est encore en bêta, quoi. Elle provoque des bugs, même si c'est une option qui est arrivée il y a un an. Elle peut provoquer des bugs. J'espère que l'on n'en aura pas. Donc on commence avec cette simple scène où on a un plan, une table et puis une sphère. Et cette sphère, elle est en fait, c'est une sphère en verre, on va dire. Elle est transparente. Ça nous permettra de voir ce qui se passe avec les lumières. Alors, les lumières Octane, c'est à la base des lumières C4D qui ont un paramètre propre à Octane. Voilà. Donc, si vous créez une lumière cinéma 4D ici dans Light et que vous prenez par exemple une Area Light, vous avez une lumière sous forme rectangulaire et vous voyez que quand je la déplace, ça illumine ma scène d'une façon différente. Ça crée des reflets et une certaine illumination. Et cette lumière, alors c'est une lumière définie basiquement par les paramètres de cinéma 4D, alors basiquement avec plein de paramètres. La taille, la forme, donc là c'est un rectangle, mais ça peut être un disque, ça peut être une ligne, ça peut être une sphère, ça peut être un cylindre, etc. Pour l'instant, on va utiliser un rectangle, c'est suffisant pour montrer toutes les propriétés qui sont communes en fait à toutes les lumières Octane, que ce soit une lumière du genre light ou que ce soit un objet qui émette de la lumière, les paramètres sont les mêmes à deux détails près. Donc là j'ai une lumière de base, c'est 4D, je fais un clic droit et je vais lui ajouter un tag extension C4D Octane Light. Voilà. Et ça devient une lumière utilisable tranquillement par Octane avec tous les paramètres que Octane utilise pour éclairer une scène à travers son algorithme. Et tout de suite, ce que l'on voit, c'est que cette lumière, ici, elle a l'air un petit peu forte. On voit des zones qui sont très éclairées, brûlées. Ici, on a beaucoup de bruit. Donc, c'est tout un tas de paramètres qui dépendent aussi essentiellement du kernel
et du Camera Imager. Par exemple, dans les paramètres de rendu là, de Octane, quand je vais dans le Camera Imager, puisque là je n'utilise pas, alors j'ai une caméra Octane dans ma scène, mais je ne m'en sers pas. Là, je suis sur une caméra par défaut. Là, je peux régler l'exposition. Et on voit qu'ici, on aperçoit beaucoup mieux le dégradé de lumière. Je vais laisser l'exposition de la caméra à 1. Et on verra ensuite en quoi ça peut nous être intéressant. Basiquement, dans les propriétés des lumières Octane, ici, déjà si on va dans la section Main, là, Main, on a donc les Octane Tags, voilà, c'est une lumière de base, c'est ce qu'on appelle un émetteur Black Body. D'ailleurs, on voit le type là en bas, Black Body. On peut utiliser un émetteur de type texture, ça n'empêche pas qu'il contient un Black Body, on va le voir. On a une autre variante qui est l'IES, qui est un système qui permet de simuler les ampoules. Les ampoules, quand c'est des mini ampoules avec des LED de projection et tout, on a des effets de distribution de lumière très particuliers. Et ces effets, on peut les reproduire en utilisant des fichiers IES qui décrivent la propagation de la lumière. On le verra peut-être. Et puis on a le spot. Alors le spot, effectivement, excusez-moi. Là, le spot, en fait, c'est juste qu'on a une source de lumière qui se propage sous forme de cône. Voilà, bon, rien de grave. Donc ici, on est en type Black Body. Et dans les paramétrages de la lumière, on va voir les paramètres un par un. Mais avant de passer en revue les paramètres des lumières de Octane, on va s'intéresser quand même vite fait à la forme, puisqu'ici vous voyez qu'on a un rectangle, et que si la caméra passe derrière, eh bien c'est un rectangle, derrière il n'est pas illuminé, donc c'est juste une surface. Donc contrairement à la réalité, c'est pas un véritable black body, puisqu'un corps fait de matière suffisamment chaude pour émettre un rayonnement électromagnétique dans des longueurs d'onde visibles. Je vous le disais, quand vous chauffez du métal, il se met à rougir et à jaunir et à blanchir. Et là, derrière cette lumière, c'est noir. C'est plutôt étrange. Donc, ça n'est pas réaliste, mais c'est pratique. Dans le côté pratique de cette lumière ici, rectangulaire, on voit une chose ici très nettement, c'est dans cette sphère qui est, on va dire, en vert, on voit des reflets. On voit les reflets de la lumière et on voit deux reflets. On voit un reflet primaire qui se trouve à la surface de la sphère et on voit un reflet secondaire qui vient du fond de la sphère, qui renvoie la lumière à travers et qui nous donne, non pas cette impression, mais qui nous fait voir la source de lumière deux fois au centre. Mais si vous regardez d'un peu plus près, si j'augmente la puissance de la lumière, je vais monter à 500, voilà. On a aussi ce reflet-là, à l'extérieur, là, et ce qui s'apparente ici à un reflet, mais qui est en fait une lumière qui est transmise derrière la sphère. C'est un reflet de la transmission. Donc il y a les reflets directs, ça se reflète, et puis il y a les réfractions, ce qui passe à travers un objet, et qui peut-être finit par en sortir, comme on le voit là. On a de la lumière qui arrive là, qui traverse la sphère, et qui est concentrée ici, sous forme d'une espèce de rectangle déformé, à cause du côté sphérique de la boule. On a un rectangle de lumière là qui apparaît. On a un autre effet secondaire au pied de la table ici. On voit des réflexions un petit peu plus intenses. La table, elle est faite d'un métal qui réfléchit un petit peu la lumière. Donc il y a une certaine quantité d'énergie, on va dire, qui est reflétée et qui est retransmise au sol, ce qui éclaire à certains endroits un petit peu plus le sol. Là où la lumière est empêchée de se propager, on a des ombres.
On le connaît, enfin c'est un phénomène que on connaît très bien dans la nature et on apprend très petit à comprendre ce que sont les ombres. C'est simplement une absence de lumière. Ma lumière ici, elle a une certaine surface, donc mes ombres sont diffuses parce que il y a un côté de la lumière qui va aller derrière un pied et l'autre côté qui va pouvoir aller aussi derrière le pied de la table. Si je me concentre sur les ombres provoquées par les pieds de la table. Si je diminue la taille de ma lumière en largeur, on va voir que les ombres des pieds de la table deviennent très précises. Bon, là, ça manque de lumière. En même temps, voilà, si je désactive ce paramètre dont on va parler dans un instant, on voit bien que plus la source de lumière est petite, plus les ombres sont précises. C'est normal puisque la lumière ne vient pas se mélanger derrière les objets. Ok, là vous savez quoi, il y a un truc, il y a une espèce de lenteur, je pense qu'il y a un petit bug. Je vais sauvegarder la scène, je mets la vidéo en pause, je sauvegarde la scène et je la réouvre. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est souvent ce que les débutants me rapportent en 3D quand ils ont des bugs, que ça se met à merder, que Octane ne fonctionne plus ou quoi. Ils pensent souvent que c'est parce qu'ils sont débutants qu'ils ne connaissent pas les choses qui font bugger, donc qu'ils tombent dedans. Mais figurez-vous que ça n'a pas d'incidence en fait. Vous tombez autant sur des bugs quand vous êtes un pro qui fait de la 3D toute la journée. Au contraire, vous allez cumuler des fonctions qui vont faire plus facilement bugger les softs quand vous êtes un pro qui approfondit vraiment dans un grand nombre de détails des choses. Vous faites bugger autant de fois qu'un débutant qui fait des erreurs basiques, j'ai envie de dire, par exemple de ne pas trop subdiviser des éléments, sinon ça va remplir la mémoire et là ça plante. Bien sûr que les pros ne le font pas ou ils font attention à ne pas le faire, mais parfois ils le font quand même. Et les pros, quand ils utilisent plein de fonctions cumulées de trucs, ils tombent dans des bugs que les débutants ne rencontrent pas. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment équivalent, quoi. Hein, on est géré, le traitement est le même. Revenons à notre mouton. Donc on a une lumière ici qui est rectangulaire. Oui, ça marche mieux. J'avais un petit délai qui me dérangeait. Bon, là c'est ok. On a un rectangle, surface rectangulaire, c'est-à-dire deux triangles en fait qui forment un rectangle. Cette surface, elle émet de la lumière. Alors, quelles sont ses caractéristiques? On va le voir là, dans les light settings du tag Octane Light Tag. On a d'abord le power, et le power qui par défaut est à 100, correspond à 100 watts. Mais il y a un truc qui va pas, c'est que c'est pas tant 100 watts que ça, parce que si je diminue la taille de la lumière, vous voyez que on a la même intensité d'éclairage. Ceci dit, là, il y a un paramètre que j'ai modifié tout à l'heure qui est le Surface Brightness, qui par défaut, si je le remets par défaut, Reset to Default, le Surface Brightness, il est activé par défaut. Donc si je dis que ce plan là, qui envoie de la lumière, il émet 100 watts, le problème c'est que quand je l'agrandis, on a plus de lumière, donc on n'a pas 100 watts. En fait, c'est 100 watts par unité de surface. Quelle unité de surface? Je vous avoue que j'en suis pas sûr, mais je pense que c'est par mètre carré. 100 watts par mètre carré. Donc si vous avez une lumière que vous définissez ici dans la section, dans l'objet Light, dans ces détails, vous indiquez une taille en X de 100 cm et Y de 100 cm. Cette lumière de 100 par 100 émet l'équivalent de 100 watts. On a tous cette notion. Bah tiens, j'ai une ampoule sur mon bureau.
On a tous cette notion de 100 watts à peu près. On voit que 100 watts, ça permet quand même d'éclairer très bien une petite pièce quand il fait nuit. Si c'est une grande pièce, on aura besoin de 200 watts, de 300 watts. Normalement, ça se mesure pas en watts, ça se mesure en lumens. Là, c'est plus précis. Avant, on avait le candela. Le candela, c'est la quantité de lumière émise par la flamme d'une bougie de base, avec une cire de base. Voilà, c'était les premières unités de mesure de l'intensité de la lumière, le candela, qui vient de chandelle, bougie. La flamme d'une chandelle émettait une certaine quantité de lumière et quelqu'un s'est rendu compte que, ben oui, et que quand on doublait le nombre de chandelles, ben on doublait la quantité de lumière. Voilà. Je me rappelle plus exactement comment il s'en est rendu compte, mais il a vu qu'il y avait une linéarité dans le truc. Bon, ici on parle de watts. Ok. Donc là j'ai 100 watts et par défaut j'ai ce paramètre Surface Brightness qui est activé. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai dit qu'on allait passer ces paramètres en revue les uns après les autres, mais pas forcément directement dans l'ordre. Puisque on voit que dès le début, le power, là, il a une liaison, il est lié au surface brightness. C'est-à-dire que si le surface brightness est activé, quand j'agrandis la lumière, si la lumière fait 3 mètres carrés de surface, j'aurai 300 watts. En fait, si vous voyez, je viens de remettre la lumière à sa taille, mais ça ne rafraîchit pas ici dans Octane. Bon, ok. Si, attendez, je vais revenir voir, ok. Si je désactive le Surface Brightness, donc là j'ai 1 mètre carré 100 watts, et si j'augmente la taille, eh bien j'ai toujours 100 watts. C'est-à-dire que les zones d'émission de lumière de ce plan vont émettre moins de lumière pour que la quantité globale corresponde au power que j'ai indiqué. Et si je réduis la taille de ma lumière, toute petite, elle continue d'émettre 100 watts. Ok, c'est juste un fait. Donc, je vais réactiver le Surface Brightness puisque c'est son paramètre par défaut. Alors le Keep Instance Power. Alors, d'après la documentation, ce Keep Instance Power n'est effectif que si le Surface Brightness est désactivé. Surface Brightness, on vient de voir ce que c'est. S'il n'est pas activé, si j'augmente la taille de ma lumière, voilà, la quantité de lumière, les 100 watts que j'ai dans le power sont distribués sur la surface de ma lumière. Et pourquoi ça ne rafraîchit pas, je ne sais pas. On va relancer le moteur de rendu. On va voir si ça rafraîchit. Là. Oui, c'est bon. Ah non, quand je fais annuler, il ne veut pas rafraîchir. Je ne sais pas si c'est un problème de bêta 3 sur Octane ou pas. Enfin bon, peu importe. Donc, quand Surface Brightness est désactivé, l'intensité, power, est distribuée sur la surface de l'objet. Et quand on active, d'après la documentation, le Keep Instance Power, c'est actif si la distribution est active si la surface est proportionnelle. Proportionnelle à quoi? Je n'en sais rien. Franchement, je ne vois pas la différence. Je ne comprends pas le truc. Alors, je vois bien que quand ma lumière est plus petite, là, j'ai une tache plus claire là. Quand ma lumière est plus grande, j'ai plus de lumière là et là. Mais je vois pas le ratio avec la proportionnalité. Je ne comprends pas. Mais a priori, il n'est effectif que si le Surface Brightness est désactivé. Si je réactive le Surface Brightness et que j'active le Keep Instance Power, je ne vois pas de différence. Je vous avoue que je ne sais pas à quoi ça sert. Bon. Double side. Double side, on le voit vite, hein, c'est évident. Hop, on a de la lumière devant et derrière. Parce que je ne sais pas si je voulais montrer, mais si j'enlève le double side et que je regarde la lumière par derrière, la lumière
c'est un corps physique qui apparaît là, et ben, de ce côté-là, il empêche même la lumière de traverser, c'est-à-dire que je ne vois pas ce qui est derrière. J'ai plutôt tendance, moi, à considérer ces lumières, notamment rectangulaires, comme étant la partie par laquelle se diffuse une source de lumière. Par exemple, une fenêtre. Ou, si vous permettez, voilà. Ici, on a des lumières studio. Dans la lumière de droite, là, on a une ampoule, là, au milieu, qui sort par ce système, cette lentille, ou ce système de diffusion. Et là, à gauche, on voit très bien qu'on a une lumière studio rectangulaire, avec ce que l'on appelle un parapluie rectangulaire. Dedans, il y a une source de lumière qui fait peut-être 100 watts, et que cette source de lumière va être diffusée par ce rectangle, et que les 100 watts vont être distribués par ce rectangle. Alors, bien sûr que ce rectangle qui va diffuser la lumière va en absorber un petit peu, donc au final on n'aura peut-être pas 100 watts qui vont se ressortir, mais 80 ou 90, mais ici on a un diffuseur, et je vous avoue que j'ai plutôt tendance à considérer ces lumières octanes, ces plans de lumière, que ce soit un plan, un disque, un cylindre ou quoi, comme étant un diffuseur. C'est-à-dire qu'il y a une lumière derrière et que cette lumière est diffusée par cette surface. D'où la bizarrerie du double side aussi, parce que quand un corps noir, quand un black body est suffisamment chauffé pour émettre des ondes électromagnétiques dans le spectre visible, il va émettre de la lumière devant, derrière, mais aussi en bas, à droite, à gauche. Le fait qu'on ait cette absence de lumière sous le plan de la lumière ici, ça n'est pas physiquement correct. Par contre, je comprends que ce soit physiquement pratique, enfin physiquement, que ce soit pratique de considérer ces sources comme étant des diffuseurs. Voilà. Alors, avant d'attaquer le sampling rate, on va remonter un petit peu et on va parler de la température. La température de la lumière. Alors, là, j'ai une texture qui est par défaut en float. Je vais la virer. Clear. Voilà. Rien de grave, hein, ça ne change pas grand-chose à ce qu'on vient de dire. La température, c'est comme je vous le montrais pour de la lave, ici. Les objets ont une certaine température. Et s'ils ont une température suffisante pour émettre une lumière visible, eh bien, on la voit. Donc, la température ici, si je la diminue, elle se mesure en Kelvin, on voit que ça devient rouge. Ça devient de blanc, ça devient jaune, verdâtre jaune, et puis rouge. Et puis si on monte au-dessus de 6500, ça finit par devenir bleuté. Bon. Lumière blanche, on la considère à 6500 Kelvin. C'est notre lumière de référence, c'est la partie centrale du spectre de ce qui est émis dans le rayon visible par notre soleil. C'est ce qui pour nous correspond à du blanc, en tant qu'être humain avec des petits yeux biologiques qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de capter les ondes électromagnétiques du spectre visible. Et on a donc ce normalize, je ne me rappelle plus si j'en ai parlé là ou pas, le normalize qui est activé par défaut. Voilà, il fait que quand un objet a une température plus faible, il émet moins de lumière. Exactement la même chose qu'ici. Les parties les moins chaudes de cette coulée de lave émettent moins de lumière. Les parties les plus chaudes, là en haut à gauche, enfin à gauche, très brillantes, émettent plus de lumière. Elles sont plus chaudes, on le mesure en Kelvin. Donc dans la réalité, ce paramètre normalize devrait être désactivé par défaut si on travaille sur des black body en Kelvin. Bizarrement, ce paramètre est activé par défaut. Soit. Ok. Maintenant, venons-en à la texture. Notre
carré peut émettre de la lumière définie par la température ici, mais on peut lui demander d'émettre une lumière avec une certaine couleur différente des couleurs émises suivant les températures. Vous voyez que dans les températures là qui vont de 12 000, puisque ça fait partie du très très haut du spectre visible par les yeux des humains. Alors pour le coup ici c'est un petit peu comme pour la musique, certaines personnes vont percevoir des sons plus aigus que d'autres. Là je pense que quand on arrive à 10 000 Kelvin, au-dessus de 10 000 jusqu'à 12 000, la plupart des gens ne voient pas la différence, ils sont simplement éblouis. Sur une température inférieure aussi, certains verront du rouge à partir de 1000 Kelvin, et d'autres verront une différence entre 500 et 1000. La plupart des gens ne voient pas la différence entre 500 et 1000. Bon, ça on n'y peut rien, c'est juste comme ça. Et donc on a ce paramètre là en dessous de texture. Alors, quand un corps est chaud, certaines températures, il émet de la lumière, ok. Et puis on peut vouloir définir quelle partie du corps est plus ou moins chaud. D'où je reviens sur l'image là. Cette coulée de lave est plus ou moins chaude. Donc on peut utiliser une image en noir et blanc pour dire les parties les plus blanches sont plus chaudes et les parties les plus noires sont plus froides. Ou bien on peut carrément utiliser de la couleur. Soit un canal de couleur, donc ici dans texture je peux mettre directement une couleur, mais je préfère passer par le C4D Octane RGB Spectrum, il est là. Et dans ce RGB Spectrum que je vais ouvrir ici pour garder une vue cohérente dans les paramètres, là je vais lui dire c'est un corps qui émet par exemple du vert. Et vous avez remarqué que quand je touchais à la température en Kelvin, on n'avait pas de vert. Donc émettre une couleur verte dans le champ électromagnétique, c'est une bizarrerie. Ceci dit, ce module de texture nous permet de faire un truc, c'est de faire comme si notre émetteur, notre lumière, là, le carré qui émet de la lumière, c'était, comme si c'est, par exemple, l'écran que vous avez devant vous quand vous me regardez là. Je ne sais pas si vous utilisez une tablette, un smartphone ou un écran d'ordinateur. Il y a des zones de l'écran de votre ordinateur là qui sont en train d'envoyer du vert. Parce que l'écran de l'ordinateur peut le faire, et il ne s'agit pas d'un problème thermique. Quand je dis thermique, je parle de la température en Kelvin. Parce que ça nous permet également de simuler autre chose, ça nous permet de simuler par exemple, quand vous allez voir un spectacle, un concert avec des lumières, avec des projecteurs et tout, vous avez plein de lumières de différentes couleurs. En fait, les ampoules, souvent dans les projecteurs, elles ont une lumière blanche et devant on met des filtres. Donc on met une couche qui va absorber certaines longueurs d'onde. Et quand vous mettez un filtre vert, ça absorbe le rouge et le bleu, et il n'y a que la longueur d'onde qui correspond au vert qui traverse. Donc ce module de texture nous permet de simuler ça, non pas simplement en mettant une couleur, mais on peut également mettre une image. Alors je vais mettre une image. Donc ici dans la texture, je vais prendre un Octane C4D Image Texture. Et dans cette Image Texture, je vais aller sélectionner une image. Et je vais prendre une image que j'ai enregistrée là, qui est la lava. Voilà. L'image que l'on voyait tout à l'heure, celle-ci, maintenant, je l'utilise pour filtrer ce qui sort de ce plan qui émet de la lumière. Alors on le voit dans le reflet ici, on a du légèrement bleuté gris, du rouge, et même si l'image dans
la lumière là que l'on voit directement à travers la caméra, elle est brûlée. Il y a beaucoup de zones blanches. Ça, c'est plutôt un problème lié à la caméra qui reçoit trop de lumière et qui ne sait pas interpréter le truc. Donc quand on va dans les réglages de Octane, dans la section caméra Imager, si je baisse l'exposition, on voit l'image apparaître, voilà, comme il se doit. Mais vu que je baisse l'exposition ou que je ferme l'ouverture de la caméra, on voit moins la lumière qui se trouve là. C'est la même chose que quand vous utilisez votre smartphone pour filmer un truc qui se passe chez vous, et que d'un coup vous tournez le smartphone vers la fenêtre. S'il y a beaucoup de lumière qui arrive par la fenêtre, si le smartphone, enfin si votre caméra pense que ce que vous souhaitez filmer c'est la fenêtre, parce que c'est au centre de la vue, il va diminuer l'exposition. Vous allez avoir plus, de détails dans ce qui est visible par la fenêtre, mais ça va atténuer toute la lumière qui est autour. C'est aussi la problématique du contre-jour. Quand vous prenez en photo une personne et que le soleil se trouve derrière la personne, il y a tellement de lumière que l'appareil photo s'adapte, il ferme comme nos yeux, il ferme l'ouverture pour limiter la quantité de lumière qui rentre. Donc vous voyez le soleil, mais vu que l'ouverture est fermée, vous ne voyez plus les détails de la personne qui est devant vous à contre-jour. Donc là j'ai abaissé l'exposition, mais je vais remettre une exposition de 1 pour avoir quand même une illumination de ma scène qui soit correcte, puisque pour l'instant ce qui m'intéresse c'est ça. Et vous voyez donc que ce plan est capable d'émettre des lumières de couleurs variées et que je peux tourner le plan et que l'émission se fait dans tous les sens. C'est-à-dire que même si ce plan a un certain angle ici, chaque point ici a une intensité et une couleur différentes. Mais chaque point de ce plan qui émet de la lumière va émettre de la lumière dans tous les sens. C'est-à-dire que chaque point de l'écran va émettre de la lumière, bien sûr, directement en face, mais vers le bas aussi, vers le haut, vers la gauche, la droite, etc. Pour le coup, il ne va pas émettre de lumière derrière, puisqu'il n'est pas en double side. Donc il émet de la lumière devant. Et ici, vous voyez à travers cette bulle de verre, cette bille de verre, une concentration de certaines lumières ici, qui permettent de faire apparaître un petit peu à la façon loupe, mais une loupe qui ne serait pas positionnée comme il faut, comme un objectif d'appareil photo avec ses lentilles. Vous avez une concentration de la lumière qui vient de ce carré qui contient une image qui se concentre derrière cette sphère là. Donc ça c'est plutôt intéressant pour avoir des éclairages avec des couleurs variées, notamment pour simuler des systèmes de lumière, comment dire, disons que c'est un petit peu comme, vous savez, quand vous achetez les ampoules aujourd'hui, il est indiqué la température en Kelvin, ou parfois il est indiqué lumière chaude, froide ou intermédiaire, blanche. Quand vous allez sur la 5e avenue, au milieu de la 5e avenue, à New York, la nuit, où il y a tous ces écrans qui émettent des images avec des couleurs différentes, c'est ça en fait, c'est simplement ça. Donc, au niveau de l'usage de la texture dans les lumières, on s'en sert essentiellement pour simuler des écrans, des émetteurs de lumière, où sur chaque point de l'écran, il y a des couleurs différentes qui sont émises. Ce qui n'arrive pratiquement pas dans la réalité. Dans la réalité, comme on l'a vu avec la lave, soit elle émet pas de lumière, soit c'est rouge, soit c'est jaune, soit c'est blanc. La lave, dans le blanc, il y a du vert, mais le blanc, c'est un mix de différents rayonnements. Ah oui, si, un truc intéressant. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pubs dans des lieux publics qui sont faits sur des écrans qui émettent directement, comme l'écran que vous regardez en ce moment,
qui émettent des couleurs différentes à des endroits différents. Mais à une époque, il y avait des, je sais pas si ça existe encore, il y avait des imprimés qui étaient éclairés par derrière et on voyait l'imprimé. Donc la lumière derrière traversait un papier assez fin imprimé et on voyait la lumière traverser ce filtre en fait. Et donc on avait cette coloration qui se dégageait comme on le voit ici sur cette image. En plus d'avoir une image, une couleur sur le plan là que l'on utilise pour émettre de la lumière, en plus de la texture ici, on peut ajouter une distribution. La distribution est toujours un petit peu complexe à gérer à cause de son repère de coordonnées. Ajoutons un octane noise dans la distribution. Donc, ici dans distribution, je vais dans ce petit onglet. Je peux mettre directement une image, mais c'est pas très intéressant. Il vaut mieux qu'on passe, par exemple, soit par un octane image texture, soit par un noise. On va prendre un noise ici pour appliquer un bruit sur cette image. Je vais aller dans l'image texture et je vais descendre le power. Voilà. Donc ça émet un petit peu de lumière, ok. Je reviens en arrière. Ici dans la distribution, j'utilise un noise. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le contraste en espérant, voilà. À cette échelle, par défaut, il y a des zones de mon écran là, et vous voyez que quand je bouge la scène, en fait, la définition des zones qui émettent plus ou moins de lumière sur cette surface qui émet de la lumière, quand je bouge la caméra, je bouge la scène, l'objet noise qui définit les endroits qui émettent plus ou moins de lumière, ça reste fixe dans l'espace. C'est un truc assez étrange, mais je vais vous expliquer. Voilà. Ici, là, on voit qu'on a donc un noise qui dit que bah, là, ça émet peu de lumière, là où c'est sombre. Et puis, il y a d'autres endroits où ça émet la lumière de la texture que j'ai mise. On va mettre le contraste à fond. Voilà, comme ça, on a bien du noir. Et si il y a une bizarrerie dans la projection, c'est parce que le bruit qui est appliqué pour définir quels sont les... Enfin, pour atténuer la lumière de cet émetteur, il a une coordonnée spatiale que l'on voit à travers la caméra. Quand on bouge la caméra, on voit que le noise ne se trouve pas au même endroit. Donc pour lier le noise que j'ai mis ici, j'ai pris un noise, mais j'aurais pu prendre une image avec un damier. Peu importe. Il va falloir que j'indique au système, enfin au moteur Octane, que les coordonnées de ce noise sont liées à la position de cet objet. Donc je vais utiliser le module de projection là, que j'active, que j'ouvre. Et dans le système de projection, je vais lui demander de convertir des coordonnées X, Y, Z en UV, W. Maintenant, j'ai un noise qui a une apparence différente, mais via le système de projection, je peux régler son échelle. Voilà. Et maintenant, même si j'ai l'impression que ça bouge dans l'image, l'image elle-même projette directement sa lumière à travers un filtre qui lui est stable. C'est-à-dire que ce filtre de noise a l'air de ne pas être stable quand on regarde l'écran, mais en fait il l'est si je... comment faire pour le voir précisément? Il faudrait que j'active... On y reviendra. Analytics. Voilà, si je contrains le spread... Voilà. Ah non, ça c'est vrai que c'est un truc qui fonctionne pas dans la version actuelle. Bon, bug. Attendez, on va oublier ça. Je vais enlever
Analytics. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la lumière à plat. Light, dans ses coordonnées. 0 et moins 90, je suppose, ici. Et je vais déplacer la lumière ici sur cette surface. Ok, on va faire ça. Dans ma lumière, je vais enlever la texture. Comme ça émet la température indiquée. Et vous voyez, dans le preview ici, je remets une échelle de 1. Il y a un bruit. On voit les tâches ici. Et les tâches se déplacent bien avec ma lumière. Donc le noise que j'ai mis dans ma lumière, ici si je rapproche, mais il faut que je descende le power. Est-ce que mon contraste est bien élevé? Oui, il est bien élevé le contraste. Je vais prendre une échelle uniforme. Voilà. À partir d'une certaine échelle, voilà, on voit que certaines zones plus ou moins claires de la lumière vont éclairer sur le sol des zones plus ou moins claires. Alors, on ne verra pas précisément ce noise à travers la lumière ici, hein, mais ce noise, il est stable par rapport à la lumière, il se déplace avec. A priori, comme vous le voyez, ce côté de la lumière, vu de derrière, a peu d'éclairage et ça crée cette ombre. Alors, c'est pas une ombre, c'est juste une zone qui est moins éclairée. Voilà. Donc, cet outil de distribution là, la distribution que j'ai là, elle va permettre de diffuser de la lumière, mais avec des zones plus ou moins éclairées qui vont être définies par l'image que je vais mettre dans la section distribution. Ici, j'ai utilisé un noise et si je tourne la lumière, vous voyez que ça tourne, l'éclairage. Enfin, les variations d'éclairage tournent avec. Ça permet de faire des effets, ça permet surtout de simuler des projecteurs. Voilà, c'est très intéressant pour simuler un projecteur qui émettrait une image. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce système de distribution parce qu'il dépend aussi largement d'autres paramètres comme par exemple la taille. Et puis le surface brightness, vous voyez, si je désactive le surface brightness et que j'ai une taille qui est petite, le bruit qui s'applique sur mon objet est diffusé d'une façon relativement linéaire dans la scène. Là, on le voit beaucoup mieux. C'est comme si je projetais une lumière sans que la lumière se disperse. C'est comme si la lumière était un petit peu droite. Alors que les lumières, quand vous avez une source de lumière, ça part dans tous les sens, au moins à 180 degrés droite-gauche et au bas. Si l'exposition est dans ce sens-là, dans le sens Z. Sur X, 180 degrés, sur Y aussi. Y en haut en bas. Et vous voyez que là, en tripotant la lumière, en utilisant une lumière qui soit toute petite, on arrive à obtenir un système de projection avec ce qu'on appelle un gobo, un filtre, un cache qu'on met devant. Il y a des parties qui laissent la lumière traverser et d'autres non. Bon, limite, regardez ce que c'est que gobo sur internet. Light, vous cherchez gobo lumière, gobo, G-O-B-O. Et donc c'est comme si j'avais mis un filtre devant la lumière. Mais si ce filtre est devant la lumière, mais que la lumière est grande, eh bien on a cette diffusion là qui s'opère. Bien, on va continuer quand même. Alors, normalize, on a vu. Sampling rate. Alors, sampling rate, c'est l'importance de la distribution des échantillons attribués au calcul
la façon dont on va répartir cette importance aux différentes lumières. Dans notre kernel, ici on est en path tracing, si je mets 1024 échantillons, si j'ai plusieurs lumières, donc je vais dupliquer celle-ci, voilà. Là j'ai une deuxième lumière là, si je la... Ouais, je vais la tourner un peu, je vais la réduire en taille. Je vais la déplacer comme ça pour l'approcher du sol. Attendez, je veux être suffisamment explicite. Il faut que je change de repère, voilà. Et si j'ai cette lumière qui est en haut et j'ai une petite lumière qui est là en bas, qui est tournée un petit peu vers la sphère. Alors ce qui va se passer, c'est que derrière la sphère ici, vous allez avoir une certaine quantité de bruit parce que la sphère reçoit de la lumière qui se trouve en haut, donc on voit les taches là en bas, et via l'autre lumière, on voit de la lumière qui traverse la sphère ici, et là pour le coup on a beaucoup de bruit. Alors si j'ai une certaine quantité de samples, donc un certain nombre d'échantillons pour chacun des pixels, je peux quand même dire pour cette nouvelle lumière, lui dire toi tu as un sampling rate 10 fois supérieur à l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le moteur va calculer la quantité de lumière qui peut arriver jusqu'à la caméra quand il regarde un pixel de l'image, s'il voit, en faisant le chemin inverse, en partant de la caméra vers la surface, s'il voit que cette surface reçoit de la lumière de cette lumière numéro 2, je fais entrer. Cette lumière numéro 2, alors ça se voit pas ici parce que c'est pas suffisant, dans le calcul elle a 10 fois plus d'importance que la lumière numéro 1. Je peux monter à 100, je peux monter à 1000, le calcul prend un petit peu plus de temps. Allez, tu vas finir. Voilà. Donc, pardon. Là, on a une certaine quantité de bruit, mais on a un bruit qui est plus doux, plus diffus, que si cette lumière avait un sampling de 1. C'est-à-dire qu'il accorde autant d'importance à ces points de lumière là qui viennent de la lumière qui se trouve en haut qu'à ces points de lumière là qui viennent de la lumière de droite. Alors franchement je ne sais pas si c'est visible pour vous, mais là donc on voit plein de points blancs, des points chauds qu'on appelle des lucioles, des fireflies ou des hotspots. Si pour la lumière de droite je lui dis bah, et tu sais quoi, 10 000 fois plus d'importance que l'autre, on va avoir moins de points chauds, ou les points chauds seront moins incisifs. Par contre, dans les ombres ici qui proviennent de la lumière d'en haut, on a plus de bruit. Et tout ça, c'est une répartition qui se fait par rapport au nombre maximum d'échantillons que l'on utilise dans notre calcul global. Sur les 5000, ici, une plus grande partie sera accordée à cette lumière. Si elle, je la mets à 1 et que la lumière précédente, elle, je la mets à 10 000, la lumière d'en haut, on voit que on a un résultat qui est relativement propre ici, c'est bien défini. La façon dont cette lumière d'en haut traverse la sphère ici, la définition est bien faite. Par contre, la lumière de droite, là, celle qui est la petite lumière qui est posée en diagonale, vous voyez, elle fait plein de bruit ici. Parce que dans les échantillons pour chacun des pixels, l'algorithme s'occupe plus de la lumière d'en haut que de celle de droite, là. Donc maintenant, si je remets une équivalence, 1 et 1,
l'algorithme va s'occuper autant de l'une que de l'autre, ce qui fait que pour les zones éclairées de la même façon, pour les deux lumières, on a quelque chose de très plat. Pour les zones où on a des concentrations de réfraction, de caustique ou d'ombre, là on va avoir du bruit. Et c'est vrai que par intuition, vu le bruit que j'ai ici, qui provient des lumières caustiques qui traversent, enfin, du résultat de lumières caustiques qui sont d'une concentration des lumières de la lumière 2 qui arrive de droite, avec l'habitude, on se dit que, ok, cette lumière-là, la deuxième, la petite, en plus elle est plus petite, je vais lui donner un sampling rate plus important, je vais le mettre à 100, ça va créer des petits points qui vont finir par disparaître là, mais ici j'aurai une répartition de la lumière qui sera meilleure. Voilà. Ça, quand on a compris le principe, on finit par le faire par habitude. Allez, on ne s'attarde pas plus. Ici, je vais remettre un échantillonnage à 512 dans la fenêtre là à côté. Et on continue nos aventures. On va supprimer cette lumière pour n'en garder qu'une. Voilà, celle que l'on a là au-dessus. Et puis on va continuer à regarder les paramètres. Alors dans les paramètres, on a le Visible on Diffuse. Alors ça, vous allez voir, ça semble complètement évident. Les objets, ils ont une couleur. Alors bien sûr que quand on voit un objet, c'est parce qu'il réfléchit de la lumière. Donc la première réflexion directe d'un objet, c'est ce qu'on appelle la lumière diffuse. Si j'indique à une lumière qu'elle n'est pas visible dans la section diffuse, si je le décoche, on ne voit plus à travers notre caméra que les réflexions, puisque ma table est là des endroits qui sont brillants, enfin qui réfléchissent directement à la lumière, ou les réfractions quand la lumière traverse ici, mais quand un objet est éclairé directement par un rayon, on ne le voit plus. Spécular, c'est justement les réflexions. C'est-à-dire que, attendez, excusez-moi, voilà, je vais zoomer là. J'enlève le diffuse, on voit les réflexions et les réfractions. Je remets le diffuse et j'enlève le spécular. Là, on a le diffus, mais on ne voit plus les réflexions. Par contre, on continue de voir la lumière qui traverse un objet transparent, là, pour se concentrer en bas. Mais ça vient du kernel, dans le moteur de rendu, là, dans le specular depth, si on le met à 0, et le diffuse depth à 0, on n'a que les réflexions primaires. Et donc, quand j'augmente le diffuse depth, voilà, la lumière traverse mon objet, vous voyez qu'il est opaque, et le spécular, c'est est-ce qu'on a des réflexions internes? Oui, et on les voit apparaître. Alors, je vais remettre les valeurs par défaut de 16. Voilà, donc ces réflexions disparaissent quand on enlève le spécular. Le cast shadow, vous allez voir, c'est évident. La lumière éclaire les objets, mais est-ce que la lumière traverse les objets si vous enlevez le cast shadow? Cast shadow, ça veut dire est-ce que tu crées des ombres en fait, mais c'est, enfin, je pense que c'est mal intitulé. C'est le fait que quand on le désactive, la lumière elle traverse tous les objets. Donc si la lumière éclaire les objets et qu'en plus elle les traverse, elle ne crée pas d'ombre. Mais vous voyez sur les pieds de la table, en bas là, sur le sol, que la lumière se réfléchit et elle se concentre à certains endroits à cause de la réflexion. Donc même si elle traverse les objets, elle se réfléchit également sur les objets et elle crée ces petites taches de lumière complémentaires. Transparent emission, alors ça c'est un paramètre qui ne fonctionne pas tout seul. Alors il ne fonctionne pas tout seul dans le sens où si je dézoome ici et que je me mets en haut, là je mets la caméra en haut, on voit ce rectangle noir qui est créé par la présence de ma lumière qui est donc un polygone rectangulaire.
Et c'est un polygone qui existe physiquement dans la scène au même titre que tous les autres objets. Donc vu de derrière, ce polygone, ben, il cache la vue de ce qui se trouve de l'autre côté. Et dans cet autre onglet, dans le tag Octane Light, on a un onglet Visibility où on peut désactiver la visibilité par la caméra. C'est-à-dire que si je le désactive ici, les polygones formés par la lumière ne sont pas visibles par la caméra. Elle devient, pour ainsi dire, transparente, mais ça peut être ennuyeux puisque vu de ce côté, je ne vois pas non plus la source de la lumière, alors que j'ai bien une source de lumière ici. Attendez, je vais retourner dans la lumière pour enlever son distribution. Voilà. Là, j'ai une source de lumière à une température de 6500 Kelvin, donc on a du blanc. La caméra le voit, la voit, cette source, et elle la voit de derrière. Et si je vais dans Visibility et que je décoche Camera Visibility, on ne voit plus la lumière, c'est-à-dire qu'elle n'est plus un obstacle pour la caméra, mais on ne la voit pas non plus ici, alors qu'on devrait la voir là en haut. On ne la voit pas là en haut, néanmoins, elle émet de la lumière, et on le voit sur cette sphère, on voit la lumière en réflexion là. On voit qu'elle est bien présente physiquement ici, puisqu'on voit la réflexion. Et alors, il y a cette Shadow Visibility, oui, on va voir. Il y a ce paramètre là en bas qui est General Visibility. Si je diminue la visibilité générale, alors si je le laisse visible à la caméra, donc là on la voit, la lumière, le rectangle noir vu de derrière, et General Visibility, c'est comme une espèce de d'opacité. Et je peux le mettre à 50% ou à 0. Donc là, je la vois plus. Là, je la vois pas non plus. Et si vous revenez dans Light Settings et que vous désactivez le Transparent Emission, il n'y a plus de lumière parce que ce paramètre est lié, en fait, c'est un multiplicateur x1 ou x0 de la visibilité générale. Si la lumière est un petit peu visible, elle émettra un petit peu de lumière. Si elle est très visible, elle émet toute la lumière qu'elle doit émettre. Si on met à 0,5, alors voilà, on voit le plan ici. Si cette lumière est semi-transparente, non seulement elle est semi-transparente, mais elle ne va émettre que la moitié de la lumière qu'elle est censée émettre. Et plus elle est transparente, et moins elle émet de lumière. Donc ce Transparent Emission contrôle le fait que la lumière continue à émettre sa puissance de base alors que sa visibilité générale est à 0 ou pas. C'est parfois utile pour faire des effets où on a besoin de reflets, mais où les lumières rentrent dans le champ de vision et cachent des parties de ce que l'on souhaite voir. Ensuite, Use Light Color. Alors, le Use Light Color, j'avoue que je ne sais pas vraiment pourquoi cette checkbox existe. Quand on active le Use Light Color là en bas, vous allez voir que la section texture va disparaître. Voilà. Donc en fait, ça devrait plutôt s'appeler Use Temperature Color Only. Utilise uniquement la température en Kelvin de la lumière. Ça s'appelle Use Light Color, peut-être pour économiser des mots, pour que ce soit pas trop long. Et vous pouvez switcher. Donc à un moment, vous pouvez avoir une lumière qui utilise une texture, et vous pouvez même animer ce paramètre pour que cette source de lumière ici rectangulaire n'utilise plus la source définie dans la texture. Si je mets par exemple basiquement une couleur verte, vous pouvez ici dire non, utilise plus la texture. Et puis oui,
utilise là. Bon, c'est un peu étrange, mais bon, écoutez, ça existe, ça peut-être que ça peut être utile d'un point de vue créatif. Je ne sais pas trop, à vous de voir. Donc use light color, c'est vu. Ensuite light type. Alors use primitive. Ça c'est un. Enfin, on a maintenant un menu déroulant avec use primitive ou use analytics. Et le use analytics, c'est des paramètres qui sont récents puisque c'est apparu dans Octane 2023. Ma lumière là on la voit pas, donc je vais la remettre visible dans la caméra ici. Voilà. Et je vais vous montrer. Avant on avait des lumières qui étaient contrôlables. On pouvait contrôler un certain nombre de choses et maintenant on peut en contrôler encore plus. Si je place ma lumière là au bord de mon plan, voilà, donc ça éclaire très fort mon plan ici, et puis comme pour les champs magnétiques ou la gravité, la diffusion de la lumière est inversement proportionnelle au carré de la distance. Alors peut-être que je vous saoule avec ce côté scientifique, mais peut-être qu'un jour vous vous rendrez compte à quel point c'est utile de le comprendre. Donc là on a une très forte densité de lumière et très vite on en a moins. Quand on revient sur les paramètres de la lumière, ici il utilise les primitives, c'est-à-dire les deux triangles formés par les 4 points de ce polygone comme étant des sources de lumière, point. Ce sont des sources au même titre que quand vous allumez l'écran de votre téléphone, l'écran devient une source de lumière. Alors, je pense que comme moi, ça vous est arrivé si vous avez un smartphone qui émet suffisamment de lumière, ne serait-ce juste quand vous allumez l'écran en pleine nuit. Vous avez bien sûr une fonction light, mais parfois quand il fait nuit et que je vais dans ma chambre et qu'il faut aller allumer la lumière de l'escalier à tel endroit, il faut faire 1,5 m, je monte l'escalier puis j'éteins en haut. Au lieu de faire ça, si j'ai mon téléphone à la main parce qu'il va me servir d'alarme pour me réveiller le matin, je fais quoi? Hop, j'appuie sur le bouton et le peu de lumière qui sort de mon écran permet d'éclairer l'escalier et je monte jusqu'à ma chambre. Mais ce peu de lumière, vous le voyez bien vous-même quand vous allumez l'écran de votre téléphone en pleine nuit et que vous l'inclinez vers le sol, vous ne voyez pas sur le sol une réflexion, enfin, vous ne voyez pas la même image que sur votre écran. C'est juste que chaque point de l'écran va envoyer de la lumière. Et comme pour une ampoule, comme j'en ai une là, il y a une source de lumière à l'intérieur, il y a un diffuseur autour, mais ce côté du diffuseur n'envoie pas de la lumière uniquement perpendiculairement à perpendiculairement à la tangente. Ici, ça n'envoie pas de la lumière uniquement comme ça en envoie aussi dans tous les sens, en haut, en bas, à droite, à gauche. Chaque point de cette surface de diffusion envoie de la lumière dans tous les sens. Donc la lumière, elle n'est pas directionnelle. Et donc, depuis la version 2023 de Octane, on a ce paramètre-là, Light Type. Si vous le passez en Use Analytics, vous avez une section complémentaire avec un paramètre qui est par exemple Spread Angle. Spread, c'est la diffusion, vous voyez. Donc, chaque point de cette lumière va être plus ou moins orienté par rapport à la normale des faces qui constituent ce rectangle lumineux. Et plus j'augmente le spread, plus la lumière est diffuse, plus elle part non seulement devant, mais à droite, à gauche, en haut, en bas. Et je peux réduire cette concentration pour diriger la lumière en face, vraiment en face, du plan. Enfin, du plan lumineux. Voilà.
Ça permet de simuler, de faire croire que c'est une lumière qui passe à travers une fenêtre ou un truc dans ce genre. Ça peut être pratique dans certains cas, on va dire. Après, il va falloir souvent booster, vous voyez, si vous voulez avoir cet effet rayon parallèle. Vous boostez la lumière. Alors, ça, c'est une fonction qui est vraiment récente, hein. Vous avez le cutout hardness. Ça, c'est plus la façon dont la concentration se fait. Si vous concentrez beaucoup la lumière, il y a une limite à partir de laquelle il décide que non, il faut plus que j'émette. Ou alors j'émets, enfin j'émets ou pas. Enfin, ça sera visible surtout dans des scènes très complexes. Bon, peu importe ça, le cut-out, c'est pas très grave. Enfin, imaginez que sur votre lumière, vous avez des volets, voilà, qui se referment pour concentrer la lumière. Le cut-out, c'est la finesse de ce bord-là. Sauf qu'il faut être sur des paramètres super faibles pour que ça devienne visible. Bon. Donc pour l'instant, c'est pas très grave si on peut pas voir précisément ce que ça fait. Le fall off radius, c'est, vous voyez, la lumière va avoir une distance. Elle part et puis elle s'atténue, elle va avoir un rayon, c'est-à-dire que la lumière est émise depuis la surface jusqu'à un certain rayon, à partir duquel, le rayon que je vais indiquer ici, à partir duquel son atténuation devient très forte. C'est une sorte de multiplicateur comme pour la gravité. Donc vous avez le champ gravitationnel est inversement proportionnel au carré de la distance. Là, plus la lumière s'éloigne et plus elle s'atténue vite. Et ça, c'est un rayon qui vous permet d'atténuer la lumière très vite pour qu'elle n'aille pas trop loin si vous souhaitez contrôler précisément. La lumière, en règle générale, elle s'en fout, elle fonce. S'il n'y a rien qui l'empêche de foncer, elle fonce. Et là, vous avez ce paramètre qui vous permet de créer cet effet pour limiter la distance à laquelle la lumière va se propager. Le normalize power, c'est un petit peu comme le normalize là en haut. On va avoir une normalisation de la puissance de la lumière qui va se faire en fonction de la surface, mais là on va avoir une normalisation de la distance parcourue par le de la limitation de la distance parcourue par le fall-off en fonction de la taille de la surface de la lumière. Donc la taille du rectangle qui se trouve ici. Et use in post volume, ça on le verra une autre fois quand on verra les interactions des lumières avec les volumes. Dans la section volume, on parlera de ça. Et pour finir, vous avez l'intensité, enfin l'opacité qui n'est pas, qui n'est effective cette opacité, ça n'est pas le transparent emission et ça n'est pas l'opacité dans le general visibility de l'onglet visibilité. Ce n'est pas la même chose. Là, on voit la lumière ici. Si je diminue, elle devient de plus en plus transparente. Si je regarde de derrière, on voit que cette surface qui émet de la lumière peut être plus ou moins opaque, mais cette section d'opacité ici
correspond à un autre système qu'on utilise avec le Light Path ID. C'est-à-dire que pour chaque section de l'image qui va recevoir la lumière ou qui contient la lumière, le bloc, on va pouvoir régler une intensité parce qu'on va pouvoir sortir des images qui contiennent les sources de lumière ou la quantité de lumière reçue par des objets, par une lumière numéro 1, une lumière numéro 2, une numéro 3, ou des lumières qui font partie de groupes de lumière. On peut avoir 3 lumières qui font partie du groupe ID 1, une lumière dans le groupe 2, 3 lumières dans le groupe 3, et quand on va exporter des images qui contiennent la quantité de lumière pour chaque groupe de lumière qui font partie d'un identificateur, donc qui est défini là en bas, excusez-moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai été à l'image. Pour cet identificateur, je vais pouvoir dire, par exemple, cette lumière, elle fait partie du système de passe numéro 5, du groupe de lumière numéro 5, et si j'ai besoin d'exporter la quantité de lumière émise ou la quantité de lumière réfléchie ou diffusée par cette lumière-là, par ce groupe-là, celle-ci, dans ce groupe, aura une opacité soit maximum de 1, soit une opacité intermédiaire. Donc là, c'est vraiment des fonctions beaucoup plus évoluées. Là, c'est quand on approche de la post-production. Parfois, on peut avoir besoin de récupérer plus d'infos sur une lumière ou une autre. Bon, on a fait le tour, là, 1h11, on a fait le tour des paramètres qui permettent de gérer les lumières directes. On a vu l'onglet Visibility, ici, on n'a pas vu l'onglet Motion Blur, mais c'est juste quand une lumière se déplace, est-ce qu'elle crée un effet de flou ou pas. Rien de grave. On a vu la majorité des propriétés des lumières. Et pour ainsi dire, on a tout vu. Parce que même si ici, on a travaillé uniquement avec une lumière rectangulaire, que je vais désactiver, si vous utilisez un objet, on va créer par exemple un cylindre. Voilà. Si je prends un cylindre que je place, voilà, que je vais placer au bord de la scène ici, si vous voulez que ce cylindre soit une source de lumière, ok, dans Octane, vous utilisez un matériau diffuse, puisque c'est le plus simple, et dans ce matériau diffuse que je viens de créer là, je double-clique, les paramètres sont ici, je me fous en fait de la couleur de cet objet, donc si je coupe le diffuse, ça devient un black body. Ah oui, je vais mettre cette texture sur le cylindre. Ça devient un cylindre noir. Roughness, est-ce qu'il a une tendance à diffuser les réflexions? Je m'en fous. Bump, donc est-ce qu'il y a des bosses, on va dire, je m'en fous. Normal, je m'en fous. Displacement, je m'en fous. Opacité, je m'en fous. Transmission, je m'en fous. Émission, je m'en fous pas. Medium, je m'en fous. Et je garde juste Common et puis Editor. Et dans Émission, vous pouvez dire là, et cet objet, sa surface, c'est un black body au même titre qu'une lumière Area Light ou Disk Light que je vais créer. Et voilà, cet objet, ce cylindre, se met à émettre de la lumière à partir de sa surface. Et quand vous allez dans les paramètres du black body, vous retrouvez les mêmes paramètres que ceux que l'on avait dans une lumière normale. Les choses sont un petit peu inversées. On n'a pas, alors oui, on n'a pas, comme dans une lumière normale aujourd'hui avec Octane 2023, dans Use Analytics, enfin, on n'a pas le light type Use Analytics pour contraindre la lumière à être émise parallèlement à la normale des
surfaces, des faces de l'objet qui émettent la lumière, mais on a le power, on a la texture, on peut mettre une couleur, une image ou autre. Oups. Nanana. Emission, black body. La couleur, de toute façon, la texture, là j'ai une lumière orange, elle va se mixer avec la température. Si j'augmente la température, ce sera moins orange. Si je baisse la température, ce sera plus rouge. Donc la température en général, on la laisse à 6500. On a donc le power. Alors, je vais mettre un petit peu plus clair, voilà, en orange clair. Je reviens en arrière, là, voilà. On a le surface brightness, c'est-à-dire que est-ce que la puissance, le power de 100 watts est dépendant de la surface de mon cylindre ou pas. C'est-à-dire que même quand mon cylindre est tout petit, il peut émettre une quantité de lumière équivalente. Keep Instance Power, c'est la même chose. Double Side n'a aucun intérêt. Le fait que les faces internes émettent de la lumière, on s'en fout. Le Normalize, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on met une température faible, ça diminue l'intensité de la lumière de façon correspondante. On a un système de distribution de la même façon. On a le sampling rate, c'est-à-dire l'importance de l'échantillonnage de cette lumière par rapport aux autres. On a le light pass de la même façon. Et puis on a le visible sur les diffuses, les spéculars, les émissions. Est-ce qu'on a une émission transparente ou pas? Et un cast shadow, est-ce que les lumières traversent les objets ou pas? C'est exactement la même chose avec un ou deux paramètres en moins, mais c'est la même chose que n'importe quelle lumière standard. Ça c'est super important, rendez-vous compte que n'importe quel objet de votre scène peut devenir une source de lumière en 2 clics. Voilà. Et ça permet de créer des scènes vraiment très très belles, en considérant par exemple que ce cylindre ici, ça peut être simplement l'abat-jour d'une lumière verticale. Excusez-moi, c'est un onduleur qui crie famine. Voilà, excusez-moi. Donc à partir de là, tous les autres types de lumière, là ici dans Light, hormis le Planetary, ça fera l'objet d'une vidéo spéciale. Targeted Area Light, c'est juste une Area Light avec une cible, un point qui dit vers où elle se tourne. Comme ça, on peut piloter la rotation. IES Light, c'est aussi une Octane Area Light avec un filtre de distribution IES. Volumetric Spotlight, là ça devient intéressant parce qu'on rentre dans un truc qui est le Volumetric Spotlight. Voilà, dans le Volumetric Spotlight, on a ici un light médium qui va donner une densité, parce que dans tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, et on l'a vu un petit peu, on a vu un petit peu les médiums dans la vidéo précédente, éclairage environnemental. On a vu qu'on pouvait avoir un éclairage environnemental avec une certaine densité, comme si la lumière elle traversait une atmosphère chargée en humidité, en poussière ou autre, pour créer du brouillard ou des choses dans ce genre. Ça permet d'ajouter beaucoup de réalisme à une scène. Donc là, avec un spot, par défaut, que je vais tourner là vers le bas, et je vais couper l'autre lumière. Elle est où l'autre? C'est mon cylindre en fait, voilà. Voilà. Là j'ai un spotlight avec une particularité dans ces paramètres qui est le light medium. C'est-à-dire que la lumière va traverser un corps et donc il va y avoir une diffusion de la lumière. D'abord elle va avoir du mal à traverser, donc elle va diminuer en intensité, mais surtout il va y avoir ce qu'on appelle en anglais un scattering. La lumière, quand elle va rencontrer des poussières ou des gouttelettes, des gouttelettes d'eau
de la condensation atmosphérique s'il s'agit par exemple d'un brouillard. La lumière, elle va arriver et puis elle part dans tous les sens, ce qui donne cet effet un petit peu spot comme sur scène, comme on peut le voir sur des scènes de spectacle. Et généralement, quand vous avez un grand concert en plein air, vous avez des spots comme ça, mais vous ne voyez la lumière que s'ils mettent de la fumée. Alors souvent, ils balancent de la fumée en permanence pour qu'il y ait un petit peu de particules dans l'air, pour que ces particules attrapent les rayons de lumière, que l'on voit les rayons de lumière. Et c'est ces rayons de lumière que l'on voit de différentes couleurs, traverser des poussières qui ont été injectées dans l'atmosphère, qui donnent cette sensation de spectacle, on va dire. Sinon, pour le reste, cette lumière, c'est exactement la même chose qu'une area light, où on dit la lumière, hop, elle est émise depuis un disque qui est tout petit, c'est un point presque, et elle ne s'étale pas, donc elle est réduite dans son champ, largeur, enfin elle a un rayon, on va dire, elle a une profondeur, et puis il y a une matière devant qui fait que cette lumière se disperse. Bon, ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Analytic Light and Post-Effect Volumes. Alors ça, on le verra en fait dans la façon dont la lumière peut être émise par un volume, c'est-à-dire par exemple une flamme. Quand on fait une simulation de feu, on a parlé de black body, on a parlé de température en Kelvin. Quand vous faites des simulations avec, ne serait-ce qu'avec le tag Pyro dans Cinema 4D aujourd'hui, je vais faire juste une toute petite sphère. Object, une petite sphère de 20 cm, je lui ajoute un tag Simulation Pyro Emitter, voilà. Ici en fait on a des voxels, c'est-à-dire que on a des petits carrés définis dans l'espace, qui sont définis par les voxels là de notre pyro alors non, c'est dans les paramètres globaux, CTRL D, Simulation, Pyro. Ici on a des voxels de 5 cm, si je mets des voxels de 1 cm, on va voir qu'on a voilà, tout un tas de tout petits carrés. Et si ces tout petits carrés, comme on le voit en bas ou là au-dessus, ont une température en Kelvin suffisante, ces petits carrés vont émettre de la lumière. C'est ce qu'on appelle les volumes dans des fichiers OpenVDB. Ces petits volumes dans l'espace vont pouvoir émettre de la lumière et Octane sait le prendre en compte à travers les objets d'Octane qui sont les objets VDB volume. Dans ces objets VDB volume, vous pouvez avoir des points de l'espace qui définissent que c'est une source de lumière. Et ça va être une source de lumière pratiquement au même titre qu'une lumière Octane que l'on vient de voir durant une heure. Et puis vous avez le Direct Light, là c'est juste que on va revenir ici, je vais supprimer celle-là, je vais faire une Direct Light. Voilà. Donc là on a une lumière directe. Direct, ça veut dire que son émission est toujours parallèle. Les rayons de cette lumière sont disponibles dans tout l'espace et ils sont toujours parallèles à la ligne blanche que vous voyez là. Donc si on fait un rendu de la scène, ça nous donne une scène éclairée avec, comme vous le voyez, des ombres très très franches, puisque c'est comme si, en fait, ça sert à simuler des lumières qui sont très très loin. Oups, il faudrait que je mette ça ici, voilà. Ça sert à simuler des lumières qui sont très très loin. Les rayons de lumière se dirigent d'une façon tout à fait parallèle à tous les endroits. Voilà. Et là, en fait, grosso modo, on a fait le tour. Donc là, dans un épisode, je sais
je pense pas que ce sera l'épisode suivant, la partie suivante ou le chapitre suivant, peu importe comment on l'appelle. On a aussi les Toon Lights, mais ça c'est quand même relativement différent puisqu'il va falloir utiliser des textures Toon. Toon, c'est tout ce qui est des dessins animés ou cartoon. On a des aplats de couleurs pour définir une couleur vive, un aplat pour les brillances et un aplat pour les trucs sombres. C'est-à-dire qu'on limite la quantité de... On n'utilise pas des dégradés, mais on a des couleurs franches pour les zones très claires, les zones un peu claires, les zones médium et les zones sombres. Voilà. Donc on regardera le Planetary une autre fois et on regardera les Analytics Light and PostFX Volume une autre fois. 1h25 quand même. Bon, j'espère que vous aurez appris des choses comme d'habitude. Abonnez-vous pour la suite. Likez si vous aimez. Likez pas si vous aimez pas. Mais si vous aimez pas, s'il vous plaît. Alors autant je vous en veux pas de ne pas... Si vous likez, vous m'envoyez pas un message pour dire merci ou super ou quoi. Ok, c'est cool, vous avez mis un like. Mais si vous mettez un j'aime pas, moi j'aimerais savoir pourquoi. Voilà. Dites-le moi gentiment, je ne cherche qu'à m'améliorer comme d'habitude. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.